parenté. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La mission santé du projet de loi de finances dont nous sommes saisis pour avis revêt une importance particulière puisqu'elle met en œuvre les outils et les circuits de financement de la stratégie nationale de santé définie par le gouvernement. Il s'agit notamment de valider la cohérence des crédits avec les dispositions prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Au sortir de l'examen du PLFSS, les crédits de la mission santé peuvent sembler un peu dérisoires au regard des sommes engagées. Les deux programmes qu'elle contient représentent tout de même 1,3 milliard d'euros. Le programme 183, pour un peu plus d'1 milliard d'euros, soit 84% des crédits de la mission, porte sur le financement de l'aide médicale d'État et sur le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le programme 204, pour 213 millions d'euros, qui finance certaines politiques de santé publique et d'offre de soins. Toutefois, malgré leur coût faible, a priori, il s'agit de financements essentiels pour l'universalité de l'accès aux soins. L'augmentation des crédits destinés à l'AME témoigne de la responsabilité de notre pays qui alloue les moyens nécessaires à cette noble mission. Celle-ci répond à des objectifs humanitaires et de santé publique qui font honneur à notre pays. Par ailleurs, le renforcement de la lutte contre les fraudes initiée il y a 2 ans doit être poursuivi puisque celle-ci impacte négativement l'ambition de l'AME. D'une part, bien entendu, en grevant son budget, mais aussi en apportant de l'eau au moulin de ses contradicteurs. Notre groupe souhaite que les débats sur cette question soient les plus mesurés possibles, surtout dans le contexte pandémique actuel. Sur une telle politique publique, il est nécessaire de sortir des caricatures trop souvent en vogue et encore plus de la surenchère qui précède l'élection présidentielle. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous présenter les résultats des réformes engagées sur l'AME depuis le début de la législature ? Le programme 204 a connu quant à lui plusieurs modifications ces dernières années. Il est désormais accompagné d'un document de politique transversale jaune budgétaire apportant une visibilité sur l'ensemble des financements ministériels qui concourent à la politique de prévention de santé. Il s'agissait d'une proposition de notre groupe destinée à consolider et rendre plus lisible la politique de consolidation de prévention. Nous en sommes convaincus que la prévention n'est pas seulement l'affaire du secteur médical et d'un seul ministère, donc ce jaune est bienvenu. La LFS 2020 a acté le passage de Santé publique France dans le giron de la sécurité sociale. Depuis, cette agence a été largement mise en lumière au travers de la crise sanitaire. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire un retour d'expérience du changement de pilotage de celle-ci, notamment au regard de ces dysfonctionnements qui ont pu apparaître ces derniers mois ? Monsieur le ministre, vous le savez, notre groupe attache un intérêt marqué pour la prévention et milite depuis le début de la législature pour une politique de santé publique qui priorise cet aspect. Dès lors, si les crédits de la mission, du programme 204, qui finance notamment plusieurs agences comme l'INCa ou l'ANSES, restent stables, ne mériteraient-ils pas d'être densifiés pour répondre aux défis auxquels celles-ci doivent faire face ? Nous pouvons partager certains aspects du constat dressé par le rapporteur sur la lisibilité de ce programme. Si nous sommes néanmoins moins radicaux que lui dans cette approche, nous estimons qu'il serait nécessaire à l'avenir de le rendre plus clair. En tout état de cause, notre groupe votera les crédits de cette mission, qui portent des politiques publiques essentielles, encore plus dans le contexte sanitaire auquel nous devons faire face depuis bientôt 2 ans. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Madame et Monsieur les ministres, mes chers collègues. Je ne reviendrai pas sur les chiffres de cette mission dont tout le monde a pris connaissance en lisant le projet annuel de performance, car nous préférons profiter de ces temps pour soulever plusieurs interrogations. Je pense que cela ne vous étonnera pas, je commencerai par évoquer la question de l'aide sociale à l'enfance. La doctrine du ministère est de mettre en place une contractualisation accrue avec les départements. Cette approche peut effectivement être pertinente, tant l'élaboration d'un contrat qui doit être objectivé peut recouvrir des réalités d'un territoire différentes. Ce budget et le nombre de départements augmentent encore cette année et c'est à saluer. Mais ces contractualisations sont aujourd'hui noyées dans les missions du PLF. La granularité des documents budgétaires ne nous permet pas, nous législateurs, de nous faire une idée du fonctionnement de ces contrats au niveau des départements. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quels objectifs communs vous avez fixés aux départements et quels indicateurs de suivi avez-vous mis en place ? Enfin, comment peut-on avoir accès à ces données pour effectuer notre travail de parlementaire ? Lors des auditions, la DGCS nous a indiqué que le taux de jeunes majeurs ayant un logement stable est passé de 61% en 2019 à 79% en 2020. Si ce chiffre en augmentation peut nous satisfaire, cela appelle une question. Que sont devenus les 21% de jeunes qui n'ont pas de logement stable ? Par ailleurs, ils nous ont également indiqué que 75% des jeunes devenus majeurs en 2020 avaient fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre du référentiel stratégie pauvreté.
On en déduit donc que 25 % n'ont pas été pris en charge, et cela interpelle, puisque nous avions voté l'année dernière une mesure salutaire pour interdire le sortichage de l'aide sociale à l'enfance durant la crise sanitaire. Ce taux devrait donc être plus élevé. Sur l'orientation systématique des jeunes sortant de l'ASE vers la garantie jeunes, les auditions menées par la rapporteure ont été éclairantes. Il apparaît notamment que les personnes auditionnées disent que cette garantie jeune ne convient pas toujours à ces jeunes, puisque telle que construite, l'optique de l'insertion professionnelle n'est parfois pas atteignable pour ces jeunes qui ont d'autres problèmes à régler auparavant. Alors, monsieur le ministre, quels moyens complémentaires donne-t-on aux missions locales pour accueillir ce nouveau public et leur permettre cet accompagnement différent ? J'en viendrai ensuite au sujet des mineurs non accompagnés. Une circulaire du ministère de l'Intérieur enjoint aux préfets de procéder, l'année précédant leurs 18 ans, à un examen de régularisation. Ce dispositif est particulièrement pertinent, mais nous aimerions savoir, monsieur le ministre, quel retour du terrain obtenez-vous sur cette circulaire ? Pourriez-vous également nous éclairer sur l'application, ou plutôt la non-application de la loi de finances 2020 et de son article 262, qui prévoyait que le gouvernement remette au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis en France, un rapport. Ce rapport, bien entendu, n'a pas été remis par le gouvernement. Je souhaitais donc connaître votre opinion sur ce non-respect de la loi, d'une part, et sur le respect du Parlement, d'autre part. Pour être correctement opérée, la protection de l'enfance a besoin de personnel, d'éducateurs qui puissent agir auprès des enfants. Les confinements successifs ont montré l'engagement des personnels auprès des enfants. Ces acteurs du champ sanitaire et social, non financés par la sécurité sociale, sont en attente d'une reconnaissance financière notamment. La difficulté, vous la connaissiez, monsieur le ministre, elle réside dans la disparité des employeurs. Aussi, j'aimerais savoir, monsieur le ministre, quelles discussions sont en cours et quelles perspectives peuvent être espérées en la matière par ces personnels pour qu'ils ne soient pas les oubliés de revalorisation que nous avons à l'heure actuelle. Par ailleurs, sauriez-vous nous faire un bilan sur la prime exceptionnelle de 2020 distribuée conjointement par l'État et les départements auprès de ces personnels ? Sur la question du handicap, madame la ministre, nous avons eu cette année à de nombreuses reprises l'opportunité de nous exprimer sur la question de l'allocation adulte handicapé, qui a été fortement revalorisée au cours de cette législature. La position de la majorité est arrêtée, il n'y a pas lieu d'y revenir. Par ailleurs, et c'est la difficulté d'exercice parlementaire sur ces missions, de la conduite des politiques s'opère entre le PLF et le PLFSS, je souhaite vous interroger sur l'aide à l'emploi des personnes en situation de handicap. La conjugalisation de l'AAH étant actée, il convient de permettre à ceux qui le peuvent de travailler. Pourriez-vous nous éclairer sur les actions mises en œuvre et les résultats liés ? Enfin, au gré de mes visites, j'ai pu entendre de nombreuses interrogations sur la réforme Séraphin-PH. Pourriez-vous profiter de votre intervention pour en faire un point d'étape et de cette tarification qui va concerner les ESAT, les foyers, les SAVS et les IME ? Il importe également de prendre en compte la situation de nos compatriotes en situation de handicap. Ce programme porte l'AAH, mais nous avons en miroir les dispositions spécifiques sur la PCH qui sont sur l'ordre du PLFSS. Pourriez-vous nous indiquer, madame la ministre, si les réflexions des travaux sont en cours en ce qui concerne la prestation compensatoire du handicap pour répondre notamment aux détracteurs sur l'AAH ? En tout état de cause, notre groupe votera bien entendu les crédits de cette mission qui portent bien entendu des politiques publiques essentielles pour la solidarité et de nos concitoyens. Je vous remercie.